deux exercices. Je ne sais pas si vous avez trouvé le temps d'y réfléchir, de voir quelle loi et quelle transposition du cours on va faire. Voilà, on va le faire ensemble, restez bien actifs. Alors non, je n'ai pas donné le DM17, donc j'ai un petit peu pris d'avance, je l'ai mis sur Moodle. Voilà, on voit ceux qui ont l'œil. Je vous l'envoie juste après. Hein, donc le DM17, c'est une grosse première moitié, vraiment le cours, l'application directe du cours pour vous donner l'occasion de le réécrire vous-même et de refaire vraiment ce que je vous ai montré en cours sur l'exemple des satellites terrestres. Et puis la fin, après, il y a pas mal de questions. Les questions suivantes, les dernières, c'est plus nouveau, donc plus exotique, quelque chose qui change du cours et des choses à connaître pour ceux qui auront le temps et possibilité d'y réfléchir. Mais au moins, tout le début, c'est une réécriture du cours, vraiment très très proche du cours, quasiment le cours. Donc, voilà, comme on est à distance, je me dis que c'est un bon moyen pour chacun de prendre en main ce chapitre que vous n'avez pas vraiment écrit vous-même. Donc, je l'ai mis sur Moodle pour le début de la semaine prochaine, au plus tard. Donc, dès que c'est fait, vous le déposez, et puis au plus tard lundi prochain. Voilà. En allant jusqu'où vous pouvez. Voilà, donc je vous renvoierai le sujet par mail tout à l'heure. J'ai rajouté une question par rapport à hier. Je ne sais pas si Léopold, tu l'as pris hier soir. J'ai rajouté une question ce matin qui m'est venue. Voilà. Bien. Bon, donc on a l'air d'être au point. Alors, je vous propose de commencer. Donc, on a deux exercices. Un sur l'attraction gravitationnelle et un sur l'interaction entre particules chargées. Je vais commencer par le deuxième, qui est beaucoup plus court. Comme ça, on sera sûr de l'avoir terminé. Donc, le deuxième exercice, vous me dites, donc là, je vois à peu près le chat, s'il y a des questions. Donc, on dit quoi? On a un noyau d'hélium qui est au voisinage d'un noyau qui, lui, va être considéré comme fixe. Donc, on va dire, un noyau lourd, voilà, qui va être là, que je vais appeler le point O, puisque c'est le point fixe. Et puis, on a un noyau d'hélium beaucoup plus léger, qui, lui, est mobile. Donc, on va le situer éventuellement par le point M. C'est uniquement le noyau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électrons. D'accord ? Il n'y a pas de nuage électronique, ce n'est pas un atome. Ce qui fait qu'on a une charge positive, 2 fois positive pour l'hélium. Donc, le noyau d'hélium, c'est 2 protons et 2 neutrons. Masse atomique de 4, c'est le deuxième élément, donc 2 protons. Donc là, on a 2 charges positives. Et là, on a un autre noyau. Donc pareil, il n'y a pas d'électrons. Donc on a le numéro atomique Z, ça nous indique le nombre de protons. Donc la charge de ce noyau. Voilà, donc on a une charge plus 2, 2 fois la charge élémentaire, et une charge Z. Voilà, je vais essayer de bien distinguer le 2 et le Z qui se ressemblent quand on l'écrit. Donc qu'est-ce qu'il y a comme force entre les deux ? Bon, l'énoncé dit force de Coulomb, trop facile, mais même si ce n'était pas dit, on a 2 charges qu'on va considérer ponctuelles. Ces charges, elles ont le même signe, donc elles se repoussent. Voilà. Donc on a une force répulsive entre les deux. Là, je dessine la force exercée sur le noyau d'hélium, puisqu'on va s'intéresser à son mouvement à lui. Mais bien sûr, action réciproque, on a une force égale et opposée exercée par le noyau d'hélium sur le noyau lourd. Donc, c'est pour ça que celui-ci, pour qu'on puisse considérer qu'il est fixe, il faut qu'il y ait quelque chose qui le retienne ou qu'il ait suffisamment d'inertie pour que l'effet de cette force ne l'envoie pas, ne le mette pas en mouvement.
C'est pour ça que je parle du noyau lourd, celui qu'on considère comme étant suffisamment inerte et qui va rester immobile. Celui-là. Celui-là est immobile, celui-ci bouge. Bien. Alors cette force, c'est une force de Coulomb. Donc la force de Coulomb, il faut savoir l'écrire. La force de Coulomb, c'est proportionnel au produit des charges. Donc, plus 2 charge élémentaire, plus Z charge élémentaire. Donc, 2E fois ZE, à chaque fois positive. Inversement proportionnel à la distance au carré entre les deux. Donc, la distance avec la longueur OM. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on note 1 sur 4 pi epsilon 0 avec la permittivité epsilon 0, permittivité diélectrique du vide. Et puis, il nous faut un vecteur. Voilà. Donc, si je prends les coordonnées polaires de centre O, on peut avoir ici UR. Voilà. Donc, ça c'est l'expression, d'après la loi de Coulomb, de la force électrostatique de répulsion du noyau d'hélium par ce noyau situé au point O. Voilà. Donc là, pour les notations, j'ai simplement noté le vecteur OM. RUR. R, c'est la longueur OM. Voilà, avec les notations usuelles pour nous. Donc ça, c'est une force newtonienne. On l'a vu en cours, donc on sait, c'est sans surprise, c'est une force newtonienne. En tant que force newtonienne, on pourrait l'écrire en faisant apparaître le coefficient K. On pourrait dire que c'est K, vecteur OM, sur longueur OM au cube, par exemple. Ça, c'est une autre façon d'écrire la même force. Voilà. Donc, si on écrit ça comme ça, on peut identifier K. Positif, parce que c'est une répulsion. Et comme c'est électrostatique, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois le produit des charges. Donc, 2 fois Z fois la charge élémentaire au carré. Voilà. Donc, si on a besoin d'alléger, parce qu'on se sent encombré, on peut utiliser ce facteur K. Positif, puisque c'est répulsif. Ici. Voilà, donc force newtonienne, tout à fait classique. Ça marche pour l'identification. Alors, maintenant, qualitativement, qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire du noyau d'hélium? Donc, ce noyau d'hélium, il arrive et il a une certaine vitesse. Bon, vous la dessinez n'importe comment. Voilà, comme ça, sa vitesse. OK? Il a ici donc une certaine vitesse et je ne sais plus quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qualitativement, oui, qu'est-ce qu'on peut dire de sa trajectoire? D'après vous. Donc là, pour répondre qualitativement, il faut se souvenir des résultats qu'on a établis en cours. On ne va pas à chaque fois tout redécouvrir. Il faut savoir l'établir si on nous le demande, mais il faut aussi garder à l'esprit ce qu'on sait. Donc là, on va considérer le point fixe. Un référentiel galiléen. On considère qu'il n'y a que cette force-là. On ne nous dit rien d'autre. On sait déjà qu'en présence d'une force électrostatique, on va négliger le poids. Donc, voilà, on considère que c'est la seule force, celle-ci, qui du coup va être une force centrale, avec un centre de force qui est fixe en référentiel galiléen. Une force centrale qui n'est pas quelconque, qui est la force de Coulomb, donc qui est newtonienne. Donc, dans ce cas-là, on sait que la trajectoire est plane parce que c'est une force centrale, que la trajectoire, elle suit la loi des airs, le mouvement suit la loi des airs parce que c'est un mouvement à force centrale. On sait que c'est conservatif parce que la force, elle est conservative, mais comme c'est une force newtonienne, on sait que la trajectoire, c'est une conique. Voilà, il y a tout ça qui est présent. Alors là, quelle conique? Puisque c'est une répulsion, il n'y a qu'une possibilité. Trajectoire conique avec répulsion, c'est forcément une hyperbole. Alors là, la vitesse, on la met n'importe comment. Voilà, je l'ai mise comme ça, mais j'aurais pu la mettre autrement. J'aurais pu. Alors, je la mets quand même un peu vers le point O,
pour qu'on puisse quand même bien visualiser l'interaction. Hein. Si la vitesse est d'emblée en s'éloignant de haut, ça va rester moins de haut. On n'aura pas toutes les configurations. Donc là, la vitesse, on la met n'importe comment sur le dessin, mais de préférence plutôt vers le point haut pour qu'on ait à voir la répulsion par haut et vraiment une bonne partie de l'hyperbole. Si vous le dessinez en train de partir, on n'a que la fin de l'hyperbole, ça ne va pas être flagrant. Voilà, donc vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous, peu importe. Bon, je sais pas, j'hésite. N'importe, au-dessus ou en dessous. Allez, je l'avais mis en dessous, si certains ont déjà fait le dessin, je le garde en dessous. Ça m'évitera d'aller trop haut sur le tableau. Voilà. Donc, on a une hyperbole. Voilà. Alors, qualitativement, comment est cette hyperbole? On a une hyperbole, c'est une répulsion. Donc, là, le point L va être dévié par le point O, repoussé par le point O. Donc, la concavité de la trajectoire, elle doit vous être évidente. D'accord? Ça va vraiment tourner là vers le bas. Et par répulsion. On sait que c'est une hyperbole, que le point O est un foyer de l'hyperbole qui est à l'extérieur de l'hyperbole. L'hyperbole ne s'enroule pas autour du foyer occupé par le centre de répulsion. L'hyperbole qui s'enroule autour du centre de force, c'est lorsqu'il y a une attraction. Mais voilà, la concavité doit maintenant vous être intuitive, hein, vu que c'est répulsif. D'accord? Donc on a une hyperbole, je sais pas, comme ça. Voilà. Après, c'est difficile de faire quelque chose qui est vraiment une hyperbole. Vous faites quelque chose qui est concave dans le bon sens. Et puis, après, on a plutôt une symétrie. On va trouver un axe de symétrie. Allez, mettons par là. Pour votre trajectoire, là, pour votre hyperbole. Trouvez le sommet, c'est-à-dire le point le plus proche. Voilà, c'est plutôt là. Donc, on aurait là une hyperbole symétrique par rapport à cet axe-là. Voilà, qualitativement, ça ressemble à ça. Après, je ne sais pas si ça va être une hyperbole très fermée ou très ouverte, mais je sais que ça reste dans le plan du dessin, dans le plan qui contient O, M et la vitesse. Donc, c'est le plan de mon dessin. Voilà. Donc, on a qualitativement la trajectoire. Alors, on va chercher à non pas identifier en détail cette hyperbole, ça va rester approximatif, mais on va chercher à identifier la distance minimale d'approche, c'est-à-dire la distance au sommet. Voilà. Donc, lorsqu'on passe ici au sommet, au périgée de la trajectoire, si on veut, on aurait donc ici une distance OM minimum. C'est ça qu'on nous demande. À quelle distance minimum le noyau va-t-il passer par rapport au centre de force, par rapport au noyau? Alors, on peut se douter que ça va dépendre de sa vitesse, à la fois de la valeur de la vitesse et de son orientation. On peut se douter que intuitivement, que plus la vitesse est dirigée vers haut, plus la distance minimale va être petite, puis il va falloir s'approcher. D'accord? S'il arrive sans être vraiment dirigé vers haut, il va passer loin. Donc bien dirigé, puis plus la vitesse sera élevée, plus son énergie sera élevée, plus il va pouvoir s'approcher. Voilà, qualitativement, on peut déjà dire tout ça. Mais on va écrire les relations possibles pour identifier cette distance minimale. C'est tout ce qui est demandé. Et je vous guide en disant, on va utiliser les lois de conservation. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme loi de conservation? C'est-à-dire, quelles sont les grandeurs qui se conservent là au cours du mouvement? Ce qui se conserve, c'est ce qui reste constant.
Alors, la force, est-ce qu'elle est constante, la force, au cours du mouvement? Lorsque le point M va bouger, on voit que la longueur OM, elle varie. Et donc là, justement, lorsqu'il est au plus près, c'est là que la force répulsive va être la plus intense. Elle va devenir comme ça. Elle sera plus forte que là. Donc non, la force, elle dépend de R. Donc lorsque ça se déplace, R varie, a priori. Donc là, voilà, c'est l'énergie mécanique qui est constante. La surface balayée par unité de temps. Voilà. Donc, alors tout, peut-être pas tout, Adrien, on va t'en trouver des choses qui varient, mais l'angle, l'orientation, voilà. Mais il y a plein de choses qui ne varient pas. Donc le plan de la trajectoire ne varie pas, la constante des airs ne varie pas, la vitesse aréolaire ne varie pas, et l'énergie ne varie pas. Voilà. Et la vitesse aréolaire, le fait que ça suive la loi des airs, c'est à la base lié à la conservation de quelque chose. Si on reprend les lois dynamiques, hein, donc il y a, d'après la loi de l'énergie, la puissance mécanique, conservation de l'énergie mécanique, et d'après une autre loi, on obtient la loi des airs. À la base de la loi des airs, c'est la conservation qui résulte du fait que la force est centrale. Donc, conservation du moment cinétique. Conservation du moment cinétique calculé par rapport au centre de force. Voilà, donc c'est ça la loi de conservation. Donc, on a à la base conservation de l'énergie mécanique et conservation du moment cinétique. Voilà. En référentiel galiléen, le point O est fixe, on a une force centrale, le centre O, ça c'est nul. On a une force conservative uniquement, donc ça c'est nul. Voilà. Donc on a bien conservation du moment cinétique et de l'énergie. Conservation du moment cinétique, ça donne la loi des airs. Du coup, on va avoir une constante qui est le moment cinétique par unité de masse. Donc OM vectoriel V, d'accord, dont la norme vaut la constante des airs. Et puis on a aussi une constante qui est l'énergie mécanique. 1/2 de mv carré plus l'énergie potentielle. Donc là, l'énergie potentielle, il faut savoir l'écrire. On a une force qui est une force de Coulomb qu'on a su exprimer en K sur R carré. Il faut savoir écrire l'énergie potentielle. Donc K sur R, plus une constante que je choisis nulle, c'est le choix usuel. Comme ça, à l'infini, il n'y a plus d'énergie potentielle. Mais vous pouvez très bien écrire 2ZE carré sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur R. Voilà, donc ces deux grandeurs, elles se conservent. Alors, ça veut dire quoi qu'elles se conservent? Ça veut dire donc que c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes en chaque point de la trajectoire, à chaque instant. Donc, ça permet de relier ce qu'on sait éventuellement loin, au point de départ, et ce qu'on sait au sommet, au point S. Voilà. Alors, ce qu'on sait comme point de départ, c'est pas le point que j'ai dessiné. On a la vitesse initiale très loin du centre de force. Donc, en fait, sur mon dessin, je ne suis peut-être pas allée assez loin. Il me faut l'asymptote. Une hyperbole, ça a une asymptote. Allez, on va dire là, ça, c'est l'asymptote. Donc, la vitesse qui nous est donnée, c'est la vitesse V0. Est-ce que vous le voyez là? Non, je suis dans le champ. Ici. Ouais. Je ne me vois pas, donc hop. Voilà. Donc là, on a la vitesse V0 sur l'asymptote, très loin. Bien. Il ne faut pas que ça passe par haut. Oh là. Je vais tricher, hein, comme je t'ai enlevé, je vais tricher. Voilà. Je vais tricher. Donc, je prolonge. Voilà. Ça visait un peu sous le point haut.
On va dire ça. Ça, c'est ce que j'ai dessiné ici, en pointillé, c'est l'asymptote. L'asymptote tout là-bas à ma parabole. Voilà. Donc, on nous donne V0 très loin. Et on nous donne ce qu'on appelle le paramètre d'impact, quand on fait un tir comme ça, c'est-à-dire la distance entre le point O et cette droite. Donc, ce qui est donné, c'est ça. La distance, c'est la projection orthogonale au point O qui nous la donne. Donc là, je fais un segment orthogonal à la droite qui porte la vitesse à l'infini. Et ça me donne la distance, donc le paramètre d'impact, cette distance-là. C'est un petit peu comme le bras de levier pour la vitesse asymptotique. Bien. Bon. Donc, au départ, puisqu'on a la description, on peut connaître la valeur de l'énergie et la valeur du moment cinétique. Donc, pour l'énergie, c'est peut-être le plus simple. Quand on est au loin, on a une vitesse V0. Et quand on est au loin, la force, si c'est très très loin sur l'asymptote, elle devient nulle. Et donc, avec le choix de constante, l'énergie potentielle, elle devient nulle. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on identifie à l'infini. Donc, au passage, je vous fais remarquer que si on sait quelle est la vitesse à l'infini de la particule avant qu'elle arrive et qu'elle soit déviée, eh bien, on se doute bien qu'après, elle va repartir à l'infini dans une autre direction. Elle a juste été déviée, donc on dit diffusée aussi. Et donc, la vitesse, elle reprend la même valeur. Très, très loin, la vitesse finale, ça sera la même. OK ? Elle reprend la même valeur. Elle a juste changé de direction. Donc ça, c'est l'énergie initiale et l'énergie tout le temps. Voilà. Et cette énergie, elle est la même quand ça passe au sommet. Et quand ça passe au sommet, par contre, la vitesse, c'est plus la même. Elle est tangente au sommet, mais elle n'a plus la même valeur, elle n'a plus la valeur V0. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse au sommet ? Puisque au sommet, on va avoir une énergie potentielle K sur R minimum. Énergie potentielle qui est positive. Donc là, on a un demi de mv carré au passage du sommet. Donc là, on retrouve ce qu'on a vu de façon générale, c'est que lorsque le mobile passe ici au sommet, au plus près du centre de répulsion, eh bien sa vitesse, c'est là qu'elle est la plus petite. Voilà. C'est là qu'elle est la plus petite puisque ça a été ralenti par la répulsion. Et après, ça va de nouveau accélérer par la répulsion qui pousse lorsque ça s'éloigne. Sinon, mathématiquement, on voit que c'est égal à la ligne précédente. L'énergie potentielle est plus grande, l'énergie cinétique est plus petite. Donc là, à la distance minimale d'approche, l'énergie potentielle, c'est là qu'elle est la plus forte. Donc c'est là que l'énergie cinétique est la plus petite. Donc c'est la valeur minimale de la vitesse. Voilà. Et d'autre part, cette vitesse, elle est au sommet orthogonal. Là, ça coupe orthogonalement l'axe de symétrie de l'hyperbole, c'est-à-dire le segment OS. Donc, à cet endroit-là, OM a une distance minimale et OM vectoriel et V sont orthogonaux. Donc, à cette distance-là, c'est très facile d'écrire la valeur du produit vectoriel, puisque c'est orthogonal, c'est la distance R min
fois la vitesse à cet endroit-là, le sinus vaut 1, et il n'y a plus qu'à trouver la direction et le sens. Ah, alors, vous avez votre main droite, votre vis, votre tire-bouchon. Donc là, on a OS vectoriel V. Vous voyez là comment on tourne? On tourne donc dans ce sens-là de OS vers V. C'est orthogonal et c'est en sens direct. Donc là, sur mon dessin, eh bien, le moment cinétique, il est vers nous. OS vectoriel V, OS le pouce, vectoriel V l'index, votre majeur vous indique que c'est orthogonal au dessin vers nous. Voilà, donc le moment cinétique sur ce dessin-là, il est vers nous. Si vous avez mis la vitesse de départ de l'autre côté, il est dans l'autre sens. Voilà, donc porté par, on va dire, UZ vers nous. Voilà. Et on a dit, ce moment cinétique massique, c'est une constante du mouvement. Voilà. C'est une constante, donc c'est la même qu'au début. Alors, au début, on connaît V, c'est le vecteur V0, mais au début, OM est infiniment long. Donc, on peut se dire, bah, je ne sais pas, parce que c'est l'infini. D'accord ? Mais, on sait quand même, puisque c'est un produit vectoriel, on sait que la valeur du produit vectoriel, c'est la valeur de V multipliée par le bras de levier correspondant. Et vous voyez là, si on a dessiné l'asymptote complète, où que soit le vecteur V0 sur cette droite porteuse, on va trouver le même produit vectoriel, ou le même moment par rapport au point O. En fait, c'est ça. Et donc, ce qui compte, c'est comme si la vitesse V0 était là, en orthogonale. Donc, ce qui compte, c'est cette distance-là, cette distance entre la droite porteuse, donc l'asymptote, la droite porteuse de la vitesse au loin, puisqu'ici, elle est au loin, et le point de calcul. Voilà. Donc, le fait qu'on puisse écrire la valeur du moment en prenant la valeur des vitesses et la distance à la droite porteuse, ça, c'est vrai tout le temps. Mais quand le point est infiniment éloigné, c'est la seule façon d'identifier la valeur du produit vectoriel. Donc, ça va être la distance d fois V0. Et bien sûr, toujours même direction, même sens. Voilà, hein, donc ce paramètre d'impact, la distance entre la droite de visée très loin et le centre de répulsion, ça permet d'exprimer la constante des airs, d'exprimer le moment cinétique au départ, alors que le vecteur OM est infiniment long. Voilà, ça nous sauve. Voilà. Donc, on a quoi comme relation? Eh bien, on a conservation du moment cinétique, donc ce vecteur-là est le même tout le temps, donc le même au lancer avec V0 et au passage au sommet en particulier. L'énergie est la même tout le temps, donc on a cette égalité. Voilà, donc là, vous avez deux relations à deux inconnus. Les deux inconnus, c'est la vitesse minimale lorsque ça passe au sommet et la distance minimale d'approche. Donc là, on ne demande que la distance minimale d'approche. Donc, pour résoudre le système, il suffit de garder ces deux égalités-là. De la place. Voilà, donc on a Hermine fois Vs qui est égal à D fois V0. Et puis on a 1/2 de MVS carré plus 2ZE carré sur 4pi epsilon 0 Hermine au carré.
Hermine du court, pardon, pas Hermine au carré. Hop, au carré, c'est la force. Là, c'est l'énergie. Égale 1/2 de mv0 carré. Voilà. Donc, il suffit de résoudre ça en éliminant Vs et pour identifier Hermine. Voilà. Donc, en éliminant Vs, on peut dire que Vs, c'est dv0 sur Hermine. Donc, d carré v0 carré sur Hermine au carré, plus 2ze carré sur K sur 0 Hermine, moins 1/2 de mv0 carré égale à 0. Voilà. Là, on a toutes les données. La masse du noyau d'hélium, qui est connue, voilà. Nombre de masse 4. Le paramètre d'impact D, qui est une des données littérales, mais une des données d'énoncé, V0 pareil, 2 et Z et E aussi, K pi epsilon 0 c'est une constante, donc la seule inconnue là-dedans c'est Hermine. Voilà. Bon, pour résoudre ça, c'est de faire apparaître un polynôme là, du deuxième degré. Donc en multipliant tout par Hermine au carré, par exemple. Donc Z E carré sur 2 pi epsilon 0, Hermine, moins 1/2 de mv0 carré fois R minimum au carré. Voilà, donc là on a deux racines. Et il y en a une qui ne doit pas être très réaliste. S'il y en a une qui est négative, on l'exclut. Donc c'est la racine positive de ce polynôme qui convient. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que sans avoir tout le détail, ça c'est quelque chose d'assez général en physique. Lorsqu'on a une conservation, une grandeur qui est tout le temps la même, tout le temps, au cours du temps, on n'a pas besoin d'avoir tout le détail de ce qui se passe, et ça permet d'aller chercher des caractéristiques sur des points remarquables. Donc voilà, donc là, on peut identifier la distance minimale d'approche et même la vitesse minimale, rien qu'en écrivant que en ce point-là, moment cinétique et énergie sont les mêmes que n'importe quand, c'est-à-dire au départ. Par contre, ça ne donne pas exactement la forme de l'hyperbole. Ce qu'il faudrait connaître, c'est l'angle d'ouverture entre les deux asymptotes pour vraiment connaître exactement l'hyperbole. Voilà, ça, non, on ne sait pas le faire. Il faudrait vraiment identifier l'équation polaire de l'hyperbole en détail. Voilà, pour l'utilisation de ces lois. Donc, il faut savoir dire que pour un problème de Kepler, pour un mouvement à force centrale newtonienne, la trajectoire, c'est une conique. Et selon la situation, envisager des coniques réalistes. Là, pour une répulsion newtonienne, il n'y a qu'un cas de figure, c'est l'hyperbole. Donc, qualitativement, on sait décrire les choses. Voilà pour ce premier exemple. Voilà, vous ferez le calcul pour avoir l'expression finale, où vous pourrez constater que plus la vitesse V0 est élevée, et plus ça va pouvoir s'approcher près du point O, et plus le paramètre d'impact petit d est petit, plus ça s'approche de O aussi. Pour passer tout près, il faut que D soit petit et que V0 soit grand. Voilà, mais vous allez aussi remarquer que même si D est nul, en fait, on vise O, donc c'est un aller-retour, une hyperbole complètement aplatie. Donc si petit d est nul, la trajectoire, c'est une droite.
aller-retour. Mais il n'empêche que ça ne va pas jusqu'au point haut. Voilà, il y a un point de rebroussement qui est plus ou moins loin selon la valeur de V0. Voilà. Donc en fait, concrètement, lorsqu'on analyse des matériaux, on utilise cette déviation qu'on appelle une diffusion. Et l'étude des directions dans lesquelles on récupère les particules, les noyaux, là, eh bien, ça informe sur la position, la structure du matériau. Et donc, on fait ça sur des cristaux. Donc, il n'y a pas qu'un centre répulsif, mais un ensemble. Et voilà, on voit donc cette déviation de noyaux par répulsion en la matière. Et après, en traitement inverse, ça permet de remonter et d'identifier ce qui est présent. Voilà, donc c'est-à-dire que si clairement on sait dès le début que la trajectoire elle pointe vers le point haut, dès le début on sait que ça va être rectiligne. Et donc on aura toujours une force collinéaire à la vitesse, donc un mouvement rectiligne accéléré avec donc une répulsion, donc un point de rebroussement avant d'atteindre le point haut. Donc si dès le début on sait ça, c'est pas la peine de parler d'hyperbole et d'écrire le moment cinétique qui est nul tout le temps. Par contre, ça c'est le cas général. Et le cas particulier de cette trajectoire aller-retour rectiligne, c'est-à-dire l'hyperbole aplatie, c'est inclus dans nos relations en considérant que D est nul. Voilà, donc on peut voir ce cas plus simple, inclus dans ce cas général, en prenant D égale à 0. Mais si, dès le descriptif, on sait que la trajectoire, elle vise le point haut, vous n'avez pas besoin de ce chapitre. Hein. C'est quelque chose que vous saviez déjà faire avant. Accélération, non pas constante, mais accélération collinaire à la vitesse et rectiligne. Voilà pour ce premier calcul. Ouais. Bien. Alors, je vous propose maintenant de regarder le premier. Alors, le premier, c'est quasiment du court. C'est ce que j'ai indiqué. C'est-à-dire que les résultats vont être parfois à connaître. Il faut que vous ayez une culture quand même des mouvements de satellites ou du mouvement de la Terre autour du Soleil. Voilà, vous l'avez déjà en partie, hein, donc n'oubliez pas ce que vous connaissiez déjà et cherchez à faire le lien avec le modèle de ce chapitre. Voilà, donc le premier exercice est plus long, plus complet, mais plus direct aussi. C'est vraiment très très près du cours. Alors, pour commencer, on va raisonner avec un satellite terrestre. Bien. Donc, on va raisonner avec un satellite terrestre, mais tout ce qu'on va dire, là, en considérant qu'on a un satellite en orbite autour de la Terre, c'est transposable à n'importe quel type de satellite. D'accord ? Donc, transposable à n'importe quelle lune d'une autre planète, transposable aux planètes du système solaire autour du Soleil. Voilà, dès qu'on a un objet qui tourne par attraction gravitationnelle autour d'un centre massif, si on considère qu'il n'y a que l'attraction gravitationnelle entre deux, c'est tout le temps pareil. Donc voilà, donc c'est un cadre d'application très direct, très direct de notre chapitre. Donc là, on va considérer qu'on a la Terre, hein, notre planète bleue, et autour, un satellite. Donc ça peut être la Lune, ça peut être un débris spatial, ça peut être la station spatiale internationale, ça peut être n'importe quel autre satellite artificiel, il y en a une multitude. Voilà, donc on a un satellite qui est quelque part, je vais le mettre là pour avoir de la place, que j'appelle M. Hein, donc c'est notre objet mobile qu'on va décrire par un point matériel. Voilà. Et on considère, là, dans l'énoncé, qu'il est uniquement attiré par la Terre. Alors que ce n'est pas vrai, hein, bien sûr.
Alors, on ne se voit plus. Tiens donc. Voilà. Vous m'avez retrouvé? Non. Hop. Pourquoi est-ce que la caméra... Bah si, elle s'allume. Là, c'est bien. Non, vous n'avez pas d'image, là? Ah. Alors. Bon, donc... j'aurais éteint. Parce que moi, je l'ai, l'image. Donc, c'est ça qui est bizarre. Alors, toujours pas d'image. Ça, alors... Ça, c'est mystérieux parce que moi, j'ai l'image. Mais effectivement, la webcam, elle est affichée comme déconnectée. Ça doit être un problème de réseau. Je suspecte un problème de réseau. Bon, je vais m'en aller et revenir. Je vais, moi, ici, fermer et puis essayer de vous retrouver. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Donc, je suis complètement partie pour tout réinitialiser. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi ça... Il y a eu un bug. Bien. Voilà, c'est bon. A priori, donc là, on a tout le monde, ça m'a l'air d'aller. Bien. Alors, donc revenons à notre histoire là de satellite terrestre. Bien. Donc, la Terre, le satellite autour, et donc une interaction entre les deux par attraction gravitationnelle. Voilà. Donc, c'est une force gravitationnelle. On va considérer que c'est la seule, c'est-à-dire on va négliger l'interaction entre les différents satellites, qui peuvent quand même s'attirer par gravitation. On va négliger l'attraction par le Soleil, l'attraction par toutes les autres planètes. Voilà, donc ça, on fera une synthèse. C'est une approximation qui est valable si le satellite est relativement près de la Terre. Ça, on a vraiment une force prépondérante, qui est la force d'attraction terrestre. Donc pour les objets qui sont loin, bien sûr, ce n'est plus l'effet prépondérant. Si l'objet est près de la Terre, on peut, en première modélisation, considérer uniquement cette force-là. Donc cette force, elle est attractive. Donc elle est proportionnelle par l'intermédiaire de la constante de gravitation universelle, proportionnelle au produit des masses, masse du satellite, masse de la Terre, inversement proportionnelle à leur distance au carré, et elle est attractive. Donc si j'utilise les coordonnées polaires, elle est en moins UR. Voilà. Ou sinon, on peut dire que c'est en moins G, produit des masses sur longueur au cube
porté par le vecteur de la Terre au satellite. Voilà, donc là, on a le coefficient K qui est négatif, hein, qu'on retrouve ici. Donc, si on l'écrit avec le vecteur mt, ça n'apparaît pas négatif, mais là, on a bien une attraction newtonienne, donc K négatif. Si on veut alléger un petit peu en notant K à la place de Gm fois mt, ce coefficient, il ne faut pas oublier après qu'il est négatif pour interpréter les résultats. Voilà, donc ça, c'est une question de base. Avant de réduire éventuellement, il faut bien savoir ce qu'on met dans le paquet K, ce que ça représente. Alors ensuite, on nous demande d'exprimer la vitesse en orbite circulaire. Donc ça, c'est vraiment la question bateau, hein, qu'il va falloir penser à traiter très, très, très facilement, hein, très vite. Donc, on l'a vu en cours, si la trajectoire est circulaire, donc le point M, voilà, tourne autour de la Terre. Hop, sur un cercle. Donc on sait que c'est un mouvement qui se fait à accélération purement normale. Si c'est circulaire, eh bien la vitesse, elle est orthogonale elle est orthoradiale, donc orthogonale à la force. Donc là, il y a plein de façons de justifier que c'est circulaire uniforme. On peut citer la loi des airs, puisque le rayon, la longueur Tm est toujours la même, la surface balayée par unité de temps étant toujours la même, ça tourne à vitesse constante. On peut citer la conservation de l'énergie, puisque c'est toujours à vitesse constante du centre de la Terre, l'énergie potentielle a toujours la même valeur, donc l'énergie cinétique aussi, puisque l'énergie se conserve. Et sinon, on peut très simplement, sans citer les lois de conservation, se baser sur la deuxième loi de Newton, classique. On est en référentiel galiléen. La masse du satellite fois son accélération est égale à la seule force qu'on considère qui s'exerce dessus. Comme ici, l'accélération est orthogonale à la vitesse, si c'est circulaire, eh bien, on a une accélération centripète pure, donc un mouvement circulaire uniforme, avec, en projection radiale ou en centripète, la valeur de l'accélération, v carré sur r dirigé vers le centre du cercle, est égale à la valeur de la force dirigée vers le centre du cercle. R carré, la force. Voilà. Donc, très vite, à partir du moment où c'est circulaire, on peut trouver la valeur de la vitesse. Donc, ah bah tiens, la masse du satellite, elle disparaît. À gauche, c'est la masse de l'inertie, la masse qui intervient dans la quantité de mouvement. Et à droite, c'est la masse gravitationnelle, celle qui fait que c'est un objet pesant. Donc, voilà, les deux étant égales, elles se simplifient. Donc là, par compensation, la compensation d'effet d'inertie et d'effet de pesanteur. Donc, il n'y a pas du tout d'influence de la masse du satellite, seulement de sa vitesse, de sa distance à la Terre, au centre de la Terre. Et voilà. Donc, il reste donc G fois la masse de la Terre divisée par R. Ça nous donne V carré. Donc, ce type d'expression n'est pas à mémoriser. Hein. Ce qu'il faut mémoriser, c'est que si c'est circulaire, il est très facile d'expliquer que c'est circulaire uniforme, d'écrire l'accélération centripète. Avec la force centrale, on a tout de suite une expression de la vitesse. Voilà, ça, il faut penser à le faire en adaptant à chaque cas de figure avec la force de Coulomb ou peu importe. Voilà, mais cette vitesse, donc, elle est orthoradiale. Donc là, bah, c'est comme une chute libre. Hein. C'est une chute libre, d'ailleurs. Hein. C'est une chute libre. Le satellite, il est en mouvement libre, il n'y a que l'attraction gravitationnelle, rien d'autre. Donc, sa masse n'intervient pas. Voilà. C'est une chute libre, une chute dans le vide. C'est exactement ça. Sauf que là, ce satellite, comme il est satellisé, il a suffisamment d'énergie cinétique orthoradiale pour ne pas tomber au sol. Voilà, il tourne autour.
Bien. Alors, identifier la période de révolution. Ça aussi, c'est un grand basique. On l'a écrit hier en cours. Il faut vraiment y penser. Vous le retrouverez en DM, hein, tout ça, pour avoir l'occasion de l'écrire par vous-même. C'est circulaire uniforme. Voilà. Donc, c'est circulaire uniforme. Donc, on a une vitesse instantanée qui est la vitesse moyenne sur un tour. La distance parcourue de Pierre divisée par le temps d'un tour, ça nous donne la vitesse moyenne qui est la vitesse instantanée puisque c'est uniforme. Donc c'est aussi simple que ça, mais encore faut-il penser à justifier que si on écrit ça, c'est parce que c'est un mouvement uniforme. Si le mouvement n'est pas uniforme, on ne peut plus écrire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? T. Voilà. On cherche T et plus particulièrement, voilà, il faut penser, garder à l'esprit la troisième loi de Kepler, le T carré sur R cube ou T carré sur A cube, qui découle de ça. Donc, on va avoir V carré, c'est-à-dire G mt sur R, qui est égal à 4 pi carré R carré sur T carré. Et donc, en rassemblant les R, on a T carré sur R cube, ou R cube sur T carré. L'habitude, c'est de dire T carré sur R cube, mais on peut l'écrire dans l'autre sens, le contenu est le même. Égale donc à 4 pi carré sur G fois la masse de la Terre. Voilà. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que c'est indépendant du satellite. Pour tous les satellites en orbite circulaire, c'est ça qu'on a établi, eh bien, quel que soit le satellite en question, quelle que soit sa masse, puisqu'elle n'intervient pas, on a toujours le même quotient T carré sur R cube. Plus l'orbite est grande, plus la période de rotation est longue. Mais c'est en puissance T carré R cube. 2 et 3. Voilà, donc c'est la même valeur pour tous les satellites. La Lune, la station spatiale, le satellite météo, le satellite espion, le déchet, tous, ils ont des orbites en T carré sur A cube qui a la même valeur autour de la Terre. Cette valeur étant déterminée par la masse de l'axe attracteur. Donc tout ce qui tourne autour de la Terre a le même quotient T carré sur R cube d'après ce modèle. Donc en réalité, quasiment le même. Voilà, donc c'est l'écriture de la troisième loi de Kepler autour de la Terre. Donc là, on a aussi un moyen, et on veut de mesurer la masse de la Terre. D'accord? On ne pèse pas la Terre, on ne pèse pas les astres. Par contre, on observe les mouvements planétaires et sous l'effet des interactions gravitationnelles. Donc, si on observe le mouvement d'un satellite, par exemple la Lune, autour de la Terre, on peut, par des observations avec la géométrie, identifier la distance qui nous sépare au satellite, qui sépare le centre de la Terre. Attention, la R, ce n'est pas du sol au satellite, c'est du centre de la Terre au satellite. Et on peut chronométrer les périodes de révolution. Donc, on a moyen, là, d'identifier la masse de la Terre. Voilà. Donc, si on estime grand R, grand T, on a une estimation de la masse de la Terre avec cette relation-là. Si on veut quelque chose de très, très fin, avec plein de chiffres significatifs, il faudra d'une part avoir des mesures hyper fiables, et d'autre part, peut-être enrichir un petit peu le modèle. Mais voilà, malgré tout, c'est comme ça, dans l'idée, qu'on peut identifier les masses planétaires, ou se dire, tiens, c'est bizarre, il manque de la masse quelque part. Bien. Alors maintenant, si on considère une orbite basse. Alors une orbite basse, l'orbite très très basse. L'orbite très basse, là, à la surface de la Terre. Bon, alors quand on dit la surface de la Terre, c'est peut-être pas au sol, parce que notre modèle, il est valable que s'il n'y a que l'attraction terrestre. Donc voilà, on peut le penser au sol en disant voilà, on va courir par terre super vite pour se satelliser. On a ça, je sais pas, dans Astérix ou
des gags, quoi. Mais là, pour notre expression, il faut que ça soit dans le vide. Hein, donc, c'est juste au ras de l'atmosphère. D'accord? Donc, lorsqu'on a juste quitté l'atmosphère. Donc, juste au voisinage de la Terre, au plus bas. Dans ce cas-là, quelle est la vitesse? Ben, la vitesse, elle est du même type que n'importe quelle autre. Que l'orbite soit circulaire grande ou circulaire basse, si le modèle est valable, sans qu'on ne va pas trop loin, qu'on a vraiment cet effet prépondérant, eh bien, l'expression, elle est bonne. Hein, donc, juste à ras de l'atmosphère, ça, c'est plutôt bon. Donc, on a une première vitesse cosmique qui correspond à ça, avec le rayon de la Terre, atmosphère inclus, et donc cette première vitesse de satellisation. Alors, je vous laisse faire l'application numérique si vous ne l'avez pas déjà faite. Vous allez me dire ce que ça vaut comme vitesse. Ça, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'atmosphère, il faudrait courir à quelle vitesse pour pouvoir être satellisé? Donc, vous avez les valeurs dans l'énoncé en bas. La constante G, qui n'est pas à connaître, qui vous sera ordonnée. Vous devez être capable de trouver une unité pour G. La masse de la Terre est donnée et le rayon de la Terre est donné, mais c'est des ordres de grandeur qui ne sont pas complètement intuitifs quand même, parce que ça nous dépasse, c'est immense. Et retenez-le, vous devez être quand même capable déjà de donner un ordre de grandeur du rayon de la Terre, de la taille du globe terrestre. Vous avez fait de la géographie, vous devez avoir une idée de la taille du globe terrestre. D'accord, en milliers de kilomètres. Ça, vous devez être capable d'avoir au moins la bonne puissance du 10. Voilà, donc c'est de l'ordre de 6000 km de rayon. Voilà, donc là dans l'énoncé, on dit 6,4. Mais vous devez de vous-même, si on vous donne une résolution de problème, par exemple, être capable de donner quelque chose de crédible, même si vous avez oublié que c'est 6000, entre 5 et 10 000, vous devez être sûr qu'il y a le rayon de la Terre. Vous y réfléchirez. Alors, Adrien a trouvé 7,9 10 puissance 3 mètres par seconde. C'est ça? Donc, 7,9 10 puissance 3 mètres par seconde, c'est bien la vitesse de... Qu'est-ce qu'il m'a dit? 7,9 10 puissance 3. Donc, en kilomètres par seconde. Voilà. Donc, énorme. Des vitesses en kilomètres par seconde. Là, je suis en train de voir que c'est bien ça, mais je l'ai écrit j'ai écrit kilomètre heure, je ne sais pas pourquoi. Il faut corriger. Alors que non, c'est bien en kilomètres par seconde. Et ça, c'est un ordre de grandeur qu'il faudra retenir. À savoir que que les vitesses cosmiques, en fait, elles sont en kilomètres par seconde. C'est vraiment l'ordre de grandeur usuel. Donc, c'est pour ça que nous, on connaît bien la chute libre, l'objet qui a une vitesse de au mieux quelques mètres par seconde. Voilà. Et donc, une vitesse tellement faible qu'il n'est pas du tout sur cette orbite circulaire, mais il est sur une orbite elliptique. L'objet qu'on peut voir arriver au voisinage de la Terre, il est sur une orbite elliptique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dessine. Il serait vraiment à l'intérieur de la Terre. Donc là, si j'ai la Terre, on vient de calculer la vitesse V1 qu'il faut pour être satellisé juste autour de l'atmosphère. Voilà, donc là, on aurait V1. Si je lance un truc là, à la surface de la Terre, même dans une pièce vide, eh bien, il va tomber. Il va tomber parce qu'il aura une vitesse beaucoup plus petite que celle-là, donc beaucoup moins d'énergie, pas assez d'énergie pour rester à haute altitude,
Et donc la trajectoire, ça va être une ellipse, comme ça. D'accord? Et donc, en fait, dès que ça touche le sol, ploc, c'est terminé. Donc, cette trajectoire, on ne la verra pas. Okay, donc ça suppose que ça soit vide. Si c'est vide partout, on pourrait avoir ça, à condition d'avoir en fait un centre, une masse vraiment localisée ici. Or, ma zone vide, elle a un fond qui arrive très vite. Et donc, ce qu'on voit, c'est une branche qu'on peut assimiler à une parabole en considérant que finalement, c'est tellement petit que la force, elle est constante. C'est ce qu'on a fait, chute libre dans le vide. Voilà, donc là, il faut beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour pouvoir être satellisé, tourner autour de la Terre. En kilomètres par seconde. Ouais, la vitesse. Donc ça, il faut l'apprendre, cet ordre de grandeur, pour ne pas être surpris et pour pouvoir le proposer. Alors d'autre part, ça, c'est la vitesse dans notre référentiel d'étude, c'est-à-dire dans le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, ça n'est pas le référentiel terrestre. Alors que nous, quand on a travaillé en chute libre, on a raisonné par rapport au référentiel terrestre. Donc là, ça va être tellement bref qu'on peut assimiler les deux référentiels, peut-être. Mais la différence, c'est que le référentiel terrestre, c'est le référentiel dans lequel la Terre est immobile, le globe terrestre est immobile, alors que le référentiel géocentrique, c'est un référentiel qui est plutôt galiléen, donc qui reste en translation par rapport en translation idéalement rectiligne-uniforme, en translation par rapport aux autres référentiels galiléens, et dans lequel le centre de la Terre est fixe. Donc, dans le référentiel géocentrique, il n'y a que le centre de la Terre qui est fixe, et la Terre, elle tourne sur elle-même dans le référentiel géocentrique. Voilà. Et donc, le référentiel géocentrique est lié au centre de la Terre, et dans l'univers, la Terre bouge, et ce référentiel géocentrique est en translation qui n'est pas rectiligne uniforme, en translation qui suit la trajectoire de la Terre dans l'univers. Donc, c'est un référentiel qui est un bien meilleur référentiel galiléen que le référentiel terrestre. Parce que le référentiel terrestre, il tourne sur lui-même en une journée, alors que le référentiel géocentrique tourne autour du Soleil en 1 an. Donc, c'est un mouvement de translation qui est beaucoup, beaucoup plus long. Alors que le référentiel terrestre, il est en rotation sur lui-même déjà, et sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes. Voilà, donc c'est un bien meilleur référentiel galiléen quand on est au voisinage de la Terre, de raisonner en référentiel géocentrique. Donc tout ça pour dire que ça, c'est pas la vitesse par rapport au sol, parce que le sol bouge dans le référentiel géocentrique. Alors c'est effectivement un modèle simplifié, hein, le fait de considérer qu'on a un centre attracteur unique, le centre des masses de la Terre. Donc on aurait exactement des forces qui seraient toujours dirigées vers elles-mêmes pointées si on avait pour la Terre une répartition de masse, ce qu'on appelle la symétrie sphérique. Donc ça suppose que la Terre soit exactement une sphère. Bon, déjà c'est mort, d'accord, une sphère exacte, bien lisse, et qu'on ait non pas forcément une masse uniforme à l'intérieur, une masse volumique uniforme à l'intérieur, mais uniforme par couche. Donc un oignon sphérique. Voilà, on peut avoir un noyau bien sphérique, bien lisse, de masse uniforme, et puis dessus une croûte bien uniforme, bien à symétrie sphérique. Dans ce cas-là, si c'était comme ça, la répartition de la masse dans le globe, alors on aurait exactement des forces d'attraction gravitationnelle dirigées vers le centre de la boule et de même valeur où qu'on soit autour, invariant par rotation sphérique en rotule là autour du centre O. Donc voilà, donc ça c'est notre modèle est bien sûr simplifié de ce fait-là. Quand on dit qu'on n'a que cette force où qu'on soit, c'est aussi une approximation. Hein, là, on fait la liste pour la dernière question. Très bien. Et donc, Adrien, voilà, ça veut dire, donc ce qu'on a calculé, c'est que si on est juste après l'atmosphère dans l'espace et qu'on lance un objet à cette vitesse-là,
dans le référentiel géocentrique, alors il va rester en orbite. Et donc, il va être satellisé. Donc, c'est la vitesse minimale pour qu'il soit satellisé. Si la vitesse est plus faible, eh bien, l'orbite, elle sera elliptique, ça va tomber, ça va rentrer dans l'atmosphère, ça va tomber par terre. Si la vitesse est plus grande, alors ça va pouvoir aller plus loin. Si la vitesse est plus grande, on pourrait avoir du coup une ellipse comme ça. D'accord? Donc, c'est la vitesse V1, c'est donc la vitesse minimale que doit avoir un objet juste dans le vide au ras de la Terre pour être satellisé. Si la vitesse est plus petite, ça tombe. Si la vitesse est plus grande, ça peut être satellisé. Si la vitesse est beaucoup plus grande, ça peut même être libéré et partir explorer les fins fonds de l'univers. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est les ordres de grandeur des vitesses qu'il faut donner aux satellites. Donc les fusées, là, ça pousse bien déjà pour sortir de l'atmosphère. En soi, c'est pas une mince affaire de quitter l'atmosphère. Mais après, il suffit pas d'avoir quitté l'atmosphère, il faut se trouver en dehors de l'atmosphère avec une vitesse au moins égale à celle-là. Sinon, on retombe. Voilà. Donc c'est pour ça que ces ordres de grandeur, là, il est bon de les avoir à l'esprit. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour placer les satellites. Donc on les met à la bonne altitude, donc au moins celle-là, avec la bonne vitesse, dirigée correctement. Et après, une fois qu'on les lâche, il n'y a plus rien à faire. Après, ça tourne tout seul. Après, c'est un mouvement libre, un mouvement perpétuel. C'est naturel ensuite. Mais encore faut-il réussir à se placer au bon endroit, avec la bonne énergie, la vitesse bien dirigée. C'est comme ça qu'on fait pour placer les satellites. Voilà, donc là, on a fait la question 4. Alors, la question 5, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on a juste quitté l'atmosphère, on est au ras de la Terre, mais ce que l'on veut, c'est se libérer de la Terre. Non pas rester en orbite autour de la Terre, pour ça il faut au moins V1. Ce qu'on veut, c'est se libérer. Et donc se libérer, on sait que la frontière entre l'état lié et l'état de diffusion, pour une force attractive, c'est l'énergie nulle, c'est la parabole. Donc c'est pour ça qu'il faut retenir cette histoire de parabole, comme on retient le régime critique, c'est que c'est la frontière entre deux comportements. Moins d'énergie c'est lié, plus c'est libre. Donc, il faut au moins pouvoir prendre la parabole pour pouvoir partir à l'infini et aller s'arrêter à l'infini. Bon, vous doutez bien que d'ici là, il y aura eu d'autres attractions rencontrées et voilà, et que ça ne va pas suivre la parabole jusqu'à l'infini. Mais en tout cas, au voisinage de la Terre, il faut pouvoir prendre cette trajectoire-là pour s'échapper de l'attraction terrestre. Bien, donc cette parabole, ça revient à dire qu'il faut une énergie mécanique au moins égale à 0. Donc, en deuxième limite cosmique, il faut une énergie nulle, celle de la parabole. Donc, l'énergie, c'est tout le temps la même du début jusqu'à la fin. Donc, nulle pour qu'à l'infini, il n'y ait plus d'attraction, donc énergie potentielle nulle, et pas nécessairement d'énergie cinétique. Voilà, donc il faut au moins une énergie nulle. C'est ça l'idée. Et c'est l'énergie qu'on a depuis le départ, depuis le lancer, depuis le lâcher hors de l'atmosphère. Donc, on va avoir comme énergie 1/2 de mv2 carré plus l'énergie potentielle, donc qui est négative là, puisque c'est attractif, donc moins G mt divisé par R. Et là, donc, au départ, c'est le rayon RT. Donc, au plus bas, avec une vitesse V2, on doit avoir une énergie nulle. C'est le minimum pour pouvoir se libérer. Voilà, ça, c'est la condition pour trouver V2. Donc, V2 carré, vous voyez là, la masse toujours sous-simplifiée, ça ne dépend jamais de la masse du satellite. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est la deuxième vitesse cosmique. Elle est du même ordre de grandeur que la première.
C'est la première fois racine de 2, c'est le même ordre de grandeur, donc en kilomètres par seconde. Donc là, ça fait 11, là on va dire 11. Voilà. Donc si on est juste sorti de l'atmosphère, qu'on donne à un satellite une vitesse de 7-8 km par seconde, il va pouvoir être satellisé. S'il a plus, il va pouvoir être satellisé en orbite elliptique en allant un peu plus loin. Mais dès qu'il va avoir une vitesse supérieure à 11 km par seconde, là, il va se libérer. Donc, il ne sera pas satellisé, il sera en orbite libre, il va partir à l'infini, il va ensuite quitter l'attraction terrestre, et selon la direction qu'on a donnée, il va partir vers le Soleil, vers Mars, ou vers complètement l'inconnu, vers autre chose. Voilà. Il y a des sondes comme ça qu'on a lancées, qui partent, on ne sait pas où elles vont, et voilà, elles filent. On leur a donné suffisamment d'énergie pour qu'elles soient libres, et même libres du système solaire. Voilà, aller explorer l'univers. Voilà, pour cette vitesse. Donc pareil, c'est une vitesse géocentrique. Oui, voilà. Bien, c'est clair. Donc c'est vraiment l'application de ce qu'on a fait hier de façon générale. Là, c'est peut-être un petit peu plus parlant, en imaginant nos lancers de satellites. Bien. Alors maintenant, parlons des satellites géostationnaires. Vous savez peut-être qu'il existe des satellites géostationnaires. Donc les satellites géostationnaires, ils ont la particularité de rester toujours à la verticale dans le même point. Alors, je suis venue avec ma Terre. Voilà. Hop. Quick. Voilà. La Terre. Alors, la Terre, elle tourne autour de ses pôles, un petit peu de géographie. Donc là, elle est bien sphérique, bien lisse, il n'y a pas de souci, on a bien notre boule, comme pour le modèle de l'exercice. D'accord ? On a dans le référentiel géocentrique un point qui est au milieu de la boule qui est fixe. Voilà. Mais dans le référentiel géocentrique, la Terre, elle tourne sur elle-même. D'accord ? Elle tourne dans ce sens-là. Vous y réfléchirez. Maintenant, à votre âge, à votre niveau, vous devez être capable de savoir dans quel sens tourne la Terre. Donc, il y a l'axe des pôles, pôle nord, pôle sud géographique, et la Terre, donc en premier modèle, vous pouvez le penser donc comme un solide, une boule, qui tourne autour de cet axe, qui ici est bien matérialisé. On a bien le pivot là, c'est bloqué, et je ne peux que la faire tourner autour de l'axe des pôles. Sud-nord. Du sud vers le nord, on a un axe orienté, positif. Elle tourne en sens positif autour de l'axe sud-nord. Ça, c'est quelque chose d'assez général dans la convention positive. Vous voyez là, ma main. Voilà. Donc, elle tourne vers l'est. Le soleil, toujours au même endroit, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, parce que la Terre, elle tourne. Donc, nous, on est là. On tourne. Donc, on aperçoit d'abord le soleil vers l'est, puis au zénith, puis à l'ouest. Et il se couche, c'est la nuit. Voilà. Donc, la Terre, elle tourne dans ce sens-là sur elle-même. Donc là, vous voyez bien la différence entre le référentiel géocentrique, dans lequel le centre de la Terre est immobile. Éventuellement, si on simplifie, l'axe des pôles est immobile. Et le référentiel terrestre où l'ensemble de la boule est immobile. C'est pas le même. Voilà, donc elle tourne en sens direct. Elle tourne en sens direct autour de l'axe orienté du sud vers le nord. Et donc ça, on va faire du magnétisme bientôt. C'est ce qui est gardé pour les orientations. Quand on dit pôle nord, pôle sud, c'est arbitraire. Et en fait, c'est l'axe sud-nord qui définit l'orientation positive, là, du sens de rotation, ou pour un aimant de l'aimantation, etc.
C'est quelque chose d'assez commun, cette appellation. Enfin, c'est un peu vieillot comme appellation, mais c'est commun. Voilà, alors si je reviens à notre affaire, là, on veut donc un satellite géostationnaire. Donc, on a compris que nos satellites, ils sont en orbite autour de la Terre. Leur orbite, on va garder notre modèle, elle est plane, elle est elliptique lorsque c'est lié, sinon c'est pas en orbite lorsque c'est pas lié. Et ça tourne donc dans un plan qui contient le centre de force. Donc, si la Terre est bien une boule à géométrie sphérique, le centre de force, c'est le centre de la sphère. Et où qu'on soit, l'attraction gravitationnelle est dirigée vers le centre de la Terre. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai en réalité, parce que la vraie Terre, elle n'est pas bien sphérique, elle n'est pas symétrie sphérique. On a par endroits une croûte plus dense qu'à d'autres, plus épaisse qu'à d'autres. Enfin, voilà, on n'a pas partout exactement la même attraction, mais ça reste quand même du même ordre de grandeur. Et on a un centre quand même plutôt... une zone centrale qui nous attire où qu'on soit. Donc, imaginons que c'est un point central, le centre de la sphère. Voilà, donc les orbites, ce sont toujours dans des plans qui vont couper la Terre en passant par son centre. Et là-dedans, on peut avoir des cercles, on peut avoir des ellipses, dans un sens comme dans l'autre, hein, ça peut très bien orbiter dans les deux sens, ça dépend de la vitesse initiale qu'on a donnée. Voilà, donc toutes ces orbites ont ça comme point commun, plane contenant le centre de la Terre. Alors, nous, maintenant, on veut placer un satellite qui reste toujours à la verticale du même point. Sachant que, dans le référentiel géocentrique, la Terre, elle tourne sur elle-même. Et que le satellite, il tourne dans un plan qui coupe la Terre par son centre. Donc le satellite, il tourne dans un plan qui coupe la Terre en son centre. Donc je retrouve Tours est là. Donc si on a un satellite là qui passe au-dessus du lycée, c'est que son orbite est dans ce plan-là, à la verticale du lycée et passant par le centre de la Terre. Bon, est-ce qu'il peut être géostationnaire, ce satellite? Vous voyez, le lycée, il tourne autour de l'axe d'épaule. Donc il faudrait que le satellite, il suive en restant à la verticale du lycée. Est-ce que c'est possible d'avoir une orbite comme ça? Est-ce que c'est possible d'avoir un satellite géostationnaire au-dessus du lycée? On est là. Donc, il reste tout le temps autour du lycée quand la Terre tourne au cours de la journée. Eh bien non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que l'orbite naturelle du satellite, elle est dans un plan qui coupe la Terre en deux. Elle est forcément comme ça. Elle ne peut pas être comme ça. L'orbite, elle ne tourne pas autour de l'axe d'épaule, a priori. Elle tourne autour du centre de la Terre. Donc, elle peut être orientée de plein de façons, mais toujours autour du centre de la Terre. Or, pour que ça reste géostationnaire, il faut que l'orbite tourne autour de l'axe d'épaule, cette droite-là. Il faut que le satellite il tourne autour de l'axe d'épaule pour suivre la Terre dans son mouvement. Voilà. Donc, pour que ça soit un satellite, il faut que l'orbite qui soit satellisée, donc il va suivre une orbite qui est dans un plan qui contient le centre de la Terre. Pour que ça soit géostationnaire, il faut qu'il puisse tourner autour de l'axe d'épaule, en plus en restant à la verticale d'un même point. Donc effectivement, ça n'est possible que pour le plan équatorial. C'est tout. Donc si je prends, Colombie, un point qui est au-dessus de l'équateur, le plan équatorial, il contient le centre de la Terre. Donc oui, on peut avoir une orbite dans le plan équatorial, puisque c'est bien un plan qui contient le centre de la Terre. Et ce plan équatorial, il tourne en restant sur lui-même.
quand la Terre tourne autour de l'axe des pôles. Donc, il n'y a que dans le plan équatorial qu'on peut trouver des satellites géostationnaires. Sinon, les satellites sont en orbite comme ça et la Terre tourne. Donc, vous avez déjà vu des animations où en fait le satellite météo, il balaye tout le globe, tranche par tranche. Il les photographie tranche par tranche, puisqu'il a une orbite qui est plutôt en contenant l'axe des pôles. Mais on peut avoir une orbite oblique, et pareil, ça va passer régulièrement autour du même continent, mais pas exactement rester à la même verticale. Il n'y a que dans le plan équatorial que c'est possible. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça fait partie du cours. Ça, c'est une propriété qu'il faut comprendre et qu'il faut être capable d'expliquer. Donc, qualitativement, d'expliquer qu'il faut avoir concordance entre le mouvement de rotation de la Terre dans le référentiel géocentrique, donc rotation autour de l'axe des pôles, et le mouvement naturel de l'orbite du satellite dans ce référentiel-là, c'est-à-dire une orbite qui est dans un plan qui contient le centre de la Terre. Faire coïncider les deux, c'est un plan qui contient le centre de la Terre et qui peut contenir un mouvement qui tourne autour de l'axe des pôles, c'est-à-dire c'est le plan équatorial. Uniquement. Donc il n'y a que dans le plan équatorial qu'on va trouver les satellites géostationnaires. Donc géostationnaire, c'est forcément à la verticale d'un lieu qui est sur l'équateur. Bien. D'autre part, ça ne suffit pas d'être dans le plan équatorial. Il va falloir avoir la bonne vitesse. Avoir la bonne vitesse pour que le satellite tourne exactement en même temps que la Terre. Parce que s'il tourne plus vite ou moins vite, ça va se décaler. Donc, il va rester dans le plan équatorial, mais pas toujours à la verticale du même point. D'accord ? Donc, il faut vraiment que les deux tournent à la même vitesse. Si la Terre, elle tourne très régulièrement, donc il faut que le satellite tourne très régulièrement. Ce qui fait que l'orbite géostationnaire, elle est nécessairement circulaire. Parce que si c'est elliptique, d'après la loi des airs, quand on est à l'apogée, ça ralentit. Quand on est au périgée, ça accélère. Donc ça ne tourne pas à vitesse angulaire constante. C'est r carré θ point qui est constante, θ point n'est pas constant si r n'est pas constant. Donc, il faut que r soit constant. Ça doit être donc dans le plan équatorial une orbite circulaire. Sinon, ça dépasse, puis ça recule. Voilà. Donc, pour que ça suive bien, vitesse constante, c'est un mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est très qualitatif où il faut s'entraîner à l'expliquer. Et circulaire uniforme, pour que ça suive bien, il faut avoir une période de rotation qui vaut une journée. Voilà. Donc là, on a fait le tour des propriétés. Voilà. Vous me dites s'il y a quelque chose de pas clair. On va écrire ça au tableau. Bon. Alors, on s'y retrouve. Non, je m'étais mise par là. Hop. Voilà, à peu près. Bien. Donc, géostationnaire. Donc, ça veut dire qu'on a une trajectoire circulaire uniforme dans le plan équatorial. Si ce n'est pas dans le plan équatorial, ça ne sera pas du tout géostationnaire. Et pour que ça reste bien toujours à la même verticale, il faut que ça tourne en même temps que la Terre, donc circulaire à vitesse constante. Et avec une période qui vaut un jour. Ça tourne à la même vitesse. Donc on a r carré θ point qui doit rester bien constant, θ point reste bien constant, mais θ point, c'est un tour par jour. Voilà. Donc en radians par seconde, on peut le traduire, mais l'idée c'est ça, un tour par jour. Bon, et donc on avait identifié
On avait identifié tout à l'heure la loi de Kepler, le t carré sur r cube, ça peut servir. Hein, on peut se limiter à ça. Je l'ai effacé, mais on avait quoi? T carré sur r cube égale 4 pi carré sur gmp. Pour toutes les orbites, quelles qu'elles soient, pour tous les satellites terrestres, on a ça. Donc en particulier pour le satellite géostationnaire. Donc on cherche R. Pour le satellite géostationnaire, R cube, donc ça va être T carré, la durée du jour au carré, divisé par 4 pi carré fois G fois la masse de la Terre. Donc on prend la racine cubique de ça, et on a le rayon de l'orbite géostationnaire. Voilà. Donc vous ferez l'application numérique. Là, on trouve... Je ne sais pas si quelqu'un connaît le résultat ou si vous l'aviez calculé. 42 000 km à peu près. Voilà, donc ça, c'est le rayon du cercle, en ordre de grandeur, hein, qui permet, si on est bien placé en orbite circulaire de ce rayon-là, dans le plan équatorial et dans le bon sens, vers l'est, hein, sinon... ça ne va pas suivre la Terre, il faut être dans le bon sens, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être géostationnaire. Donc, ça, c'est le rayon du cercle. Vous avez peut-être déjà à l'esprit que l'altitude des satellites géostationnaires, c'est 36 000 km. C'est-à-dire que l'altitude, c'est le rayon du cercle moins le rayon de la Terre. D'accord ? L'altitude, c'est la distance de nous au satellite, 36 000 km d'altitude. À peu près. Voilà. Donc ça, c'est un ordre de grandeur que parfois vous connaissez déjà et que vous pouvez retenir. Donc ça, cette histoire de satellite géostationnaire, c'est du cours, c'est au programme. Il faut savoir de vous-même dire comment ils sont en le justifiant comme on vient de le faire qualitativement. Voilà. Donc dites-moi si c'est pas clair. Paul, est-ce que c'est clair maintenant ou... Ça, c'est un point important du cours. Ouais, voilà. Donc, comprendre pourquoi, s'il y a une de ces conditions qui n'est pas vérifiée, ça ne peut pas être géostationnaire. Soit ça tourne trop lentement, trop vite, ou pas dans le bon sens, ou en biais, ou pas à vitesse constante. Enfin voilà, il faut éviter tout ce qui fait que ça ne reste pas la verticale d'un même point. Et ensuite, effectivement, il n'est pas au dénominateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, donc c'est dans l'autre sens. Ouais. Bien vu. Du coup, là, c'est là-haut. C'est ça, quand on ne fait pas l'application numérique, on ne voit pas que c'est pas ça. Hop. Voilà. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Bien. Parfait. Voilà. Donc ça, à bien retenir. Alors, ce qu'on a fait là, je vous ai dit, c'est transposable à une sonde qui orbite autour de Mars, n'importe quel caillou qui tourne autour d'une planète, ou la Terre qui tourne autour du Soleil. D'accord ? Tout pareil. Voilà. Donc, si on veut étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est exactement le même raisonnement, le même type de calcul, mais ce n'est pas le même référentiel. On va prendre un référentiel dans lequel le Soleil est fixe. Le meilleur référentiel galiléen où le Soleil est fixe, c'est le référentiel héliocentrique. Donc, il y a une orientation qui est favorable, qui contient ce qu'on appelle les étoiles fixes, qui fait qu'il va rester en translation, mais le Soleil, il bouge dans la galaxie, qui elle-même bouge dans l'univers. Hein. Donc, ce n'est pas un référentiel strictement galiléen. Tous les référentiels qui sont liés à un objet matériel ne sont pas strictement galiléens. Donc, si on veut travailler en référentiel plus galiléen, il faut un référentiel purement géométrique, pas lié à un objet. Donc, le référentiel héliocentrique est lié au Soleil, donc voilà, il ne peut pas être parfaitement galiléen, mais
sur plusieurs années, dizaines d'années, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, il est en mouvement très 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 lent dans la galaxie. Et il ne tourne pas sur lui-même. Donc voilà. Donc c'est un meilleur référentiel galiléen que le référentiel géocentrique, celui-là. Et dans ce référentiel-là, on voit la Terre tourner. Elle met 1 an à faire le tour et on voit le référentiel géocentrique qui est en translation presque circulaire autour du Soleil. Mais après, si on considère que la Terre elle est très attirée par le Soleil et quasiment pas par les autres planètes, qui sont quand même beaucoup plus petites et loin, eh bien on peut bien identifier déjà les caractéristiques de l'orbite terrestre avec le résultat de notre cours. Voilà. Et donc, les lois de Kepler. Les 3 lois de Kepler, vous les avez déjà rencontrées, déjà lues, déjà apprises peut-être. Il faut les connaître. Il faut les connaître toutes les 3. Donc, c'est des lois que Kepler a énoncées à partir de ses mesures. Donc là, chapeau, hein. Chapeau. Il a mesuré au fil du temps. Alors, c'est plutôt Tycho Brahe qui a aidé à optimiser la manip, le matériel et les mesures. Mais après, tout le calcul à la main, bien sûr, hein, pas de calculatrice, tout le calcul à la main et l'exploitation, ça a été fait pensé par Kepler. Et donc, il a observé le mouvement des planètes et pour identifier autour du Soleil le mouvement des planètes du système solaire, pas que de la Terre. Voilà. Et donc, il a observé que les centres des planètes décrivaient des ellipses et le foyer des ellipses était occupé par le Soleil. Alors là, je dis chapeau parce que l'excentricité de ces ellipses, elle est hyper faible. C'est-à-dire que dans les problèmes de concours, on vous fera peut-être travailler sur l'orbite terrestre ou Mars en vous disant c'est un cercle. Parce que l'ellipse, elle est tellement pas aplatie que c'est presque un cercle. L'excentricité est tellement petite que si on trace un cercle, comme je le fais là, avec un trait un peu épais, si je traçais un vrai cercle, hein, là c'est la main levée et bof, avec un trait un peu épais, et l'ellipse réelle, elle est dans l'épaisseur du trait. C'est tellement peu aplati que l'écart au cercle qui est cette ellipse est dans l'épaisseur du trait. Alors je ne sais pas comment il a réussi à voir que c'était des ellipses et pas des cercles, mais voilà, bravo. Il a mesuré que pendant des temps égaux, le rayon balaye des surfaces égales. Donc là aussi, il fallait être un peu inspiré pour constater que pour toutes les planètes, eh bien, la surface balayée par le rayon est, par unité de temps, toujours la même. Il fallait être un peu inspiré pour constater ça. Et ensuite, il a identifié que pour toutes les planètes du système solaire, eh bien, t carré sur a cube a la même valeur. Bon, là, il est à la main, avec des tableaux de valeurs de t et de a. Voilà, il fallait aussi tourner un moment, je pense, avant de trouver cette constante t carré sur a cube. Voilà, donc ces 3 lois, il faut les connaître, mais vous les connaissez déjà si vous avez bien appris le cours, puisque c'est directement des résultats de ce chapitre. Donc, c'est les lois de Kepler qui sont expérimentales, qui résultent de traitements de mesures et d'observations. Eh bien, on peut les établir fondamentalement avec le modèle de notre chapitre. Donc, en transposant. Si j'imagine la Terre ou n'importe quelle planète du système solaire en mouvement autour du Soleil, eh bien, on va pouvoir écrire la même chose que ce qu'on a écrit là si c'est circulaire, et pour toutes, c'est quasiment des orbites circulaires. Par contre, c'est autour du Soleil. Et là, R, du coup, ça devient la distance du Soleil à notre planète. Voilà. Et on a les mêmes propriétés. Donc, comment justifier que les centres des planètes décrivent des ellipses? Ce sont des orbites, donc des états liés par une attraction newtonienne. Donc, si on n'a qu'une force centrale dans le référentiel héliocentrique galiléen, une seule force centrale, une force newtonienne, alors les orbites en état lié, ce sont des ellipses, éventuellement des cercles. Le cercle, c'est qu'une ellipse articulière.
et le centre de force est un foyer de l'ellipse. Voilà, donc c'est ce qu'il a observé, ça vous montre que notre modèle, il est quand même pas si faux. Hein, il y a des approximations qu'on peut identifier, mais ça marche plutôt bien pour ces planètes. En tout cas, dans le cadre de précision des mesures de Kepler, eh bien, ça colle. L'écart reste donc inférieur à l'incertitude de mesure. Pendant des temps égaux, les segments balayent des surfaces égales, ben ça c'est la loi des airs. Donc c'est la conservation du moment cinétique, c'est le fait qu'on a un mouvement à une seule force centrale. Donc ça prouve qu'on peut considérer que c'est un mouvement à force centrale dans un référentiel galiléen, avec le centre de force fixe, qu'on peut négliger les autres attractions. Et toutes les planètes du système solaire vérifient le même rapport t carré sur a cube. Donc ça, on sait nous l'établir facilement en t carré sur r cube, et on sait que c'est généralisable en remplaçant le rayon du cercle par le demi-grand axe de l'ellipse, parce que c'est une ellipse. C'est la même relation. Et qu'on voit bien qu'il y a simplification de la masse de la planète, masse inerte, masse gravitationnelle, donc ce quotient-là ne dépend plus que de la masse du Soleil. Donc c'est le même pour toutes les planètes du système solaire, quelles qu'elles soient. Voilà, donc c'est bien ce qu'il avait constaté. Voilà, donc ce chapitre, avec la simplification du modèle, permet d'établir théoriquement les lois de Kepler. Kepler les a observées, a fait des mesures, donc ça montre que l'écart entre ce qu'on écrit en simplifiant comme on le fait et la réalité, il existe, mais il est quand même très faible. Il n'est pas sur les 2-3 premiers chiffres à partir du moment où on traite des satellites au voisinage de la Terre ou des planètes au voisinage du Soleil. Par contre, si je commence à parler d'une exoplanète, bien sûr, je ne peux pas dire que l'exoplanète, elle est simplement attirée par notre Soleil. Non, ça n'a rien. Enfin, ça serait absurde de considérer ça. Donc, ce modèle, il est vrai pour tout ce qui tourne au voisinage d'un centre attracteur, si on est suffisamment près, et si on a ici un centre de masse énorme par rapport aux masses des satellites. Donc, les planètes sont les satellites du Soleil. Voilà. Donc, si vous avez bien suivi, donc les approximations qu'on fait, c'est considérer que la Terre ou le Soleil est une boule à symétrie sphérique. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, comme ce n'est pas tout à fait vrai, on ne peut pas écrire exactement la force comme ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais quand même plutôt presque. Hein, si on est... alors après, plus cette expression-là, elle est d'autant plus valable du coup qu'on est loin. Plus on est loin, plus on se rapproche du modèle masse ponctuelle. On a considéré les référentiels géocentriques ou héliocentriques comme galiléens, alors qu'ils ne le sont pas strictement. Ils ne le sont pas strictement parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil, le système solaire bouge dans la galaxie, mais si on regarde sur des durées qui sont, pour le satellite terrestre, faibles par rapport à un an, on peut considérer que le référentiel géocentrique a été juste en translation rectiligne. Si on regarde le mouvement autour du Soleil sur quelques années, ça reste très très court par rapport au mouvement du système solaire dans la galaxie. Donc voilà, donc c'est une approximation, mais ça peut être valable. Et on a considéré qu'il n'y avait qu'une seule force, en négligeant donc la présence des autres étoiles, des autres planètes. Et donc ça, c'est plutôt valable si on n'est pas trop loin. Voilà, si on a cette force-là qui est en ordre de grandeur très prépondérant par rapport aux autres attractions gravitationnelles. Donc, pas trop loin. Et de fait, ça va bien au-delà de notre programme, mais je vous signale que, du coup, si on considère qu'on n'est pas trop loin, eh bien, l'action gravitationnelle du reste de l'univers qui fait que le Soleil bouge dans la galaxie et que la galaxie bouge dans l'univers, eh bien, cette attraction-là, elle s'applique aussi sur la Terre, par exemple. Et donc, comme ils sont presque au même endroit, les deux sont entraînés de la même façon par l'action du reste de l'univers. C'est pour ça que quand on est assez près, ce qui fait le caractère non galiléen de ces référentiels, c'est des faits négligeables. Voilà. C'est aussi ce qui fait que nous, étant sur Terre, on n'a pas l'impression d'être sur un manège.
On n'a pas l'impression d'être vraiment sur quelque chose qui bouge, parce que ce qui fait bouger la Terre autour du Soleil, on y est nous aussi soumis. Et donc, on est aussi de la même façon que la Terre entraînée. Et voilà, donc ça ne fait pas de différence. Donc, pour les mêmes types de raisons, bah, finalement, parler du mouvement de la Terre autour du Soleil, alors le référentiel héliocentrique considéré comme galiléen, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée puisque ça revient à prendre en compte l'ensemble de ce mouvement d'entraînement des deux ensemble. Voilà, ça va bien au-delà de notre programme puisqu'on n'a pas travaillé sur les compositions de mouvements, les caractères non galiléens. Voilà, bien. Donc, bah voilà, on a fait le tour. Donc, c'est un peu riche. Ça, c'est du cours. Donc, je l'ai rajouté à la fin du cours. Et puis aussi, donc à la fin du cours, de façon générale, les résultats à connaître ou à savoir retrouver facilement, ceux qui seront vraiment considérés comme du cours. Et par ailleurs, vous allez avoir le corrigé du TD avec les questions telles qu'elles sont menées. Et en rédigeant le DM, vous allez de nouveau reprendre tout ça et réécrire tout ça. Voilà, en adaptant à peine. Donc après, vous allez être au point. Voilà. Bien. Donc, dites-moi s'il y a des questions là-dessus. Donc là, du coup, on a terminé toute la mécanique. Voilà, toute la mécanique pour les 2 ans. Hein. Donc là, vous êtes au point pour un sujet de concours méca, un sujet de physique en mécanique, puisqu'en 2e année, il n'y a pas de suite. Hein. Donc l'idée, c'est que vous ayez là donc, toutes les bases de la mécanique classique, toutes les formes de lois, en résultante en moment, en énergie, pour un point matériel. Et en SI, vous allez utiliser ça et les retrouver déclinés pour des solides, des systèmes. Voilà, mais c'est la base de toute la mécanique, y compris la mécanique des fluides aussi. Voilà. Donc demain, on va commencer un autre chapitre, alors n'ayez pas peur. Le chapitre là qu'on va traiter, c'est un chapitre qui est complètement descriptif, avec beaucoup de définitions, des choses que de toute façon, je fais en polycopier parce que il y a presque rien à comprendre. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. C'est juste le premier chapitre d'introduction à la thermo. Mais on déroulera la thermodynamique plus tard, hein, plutôt en juin. Donc là, comme on est à distance, j'en profite pour placer ce cours polycopié, ce cours un peu catalogue, et on l'utilisera plus tard. Voilà, donc je vous l'envoie pour que vous l'ayez éventuellement sous les yeux demain. Demain, je vous le lirai. Et demain, on fera aussi un point TIPE. Donc, le groupe, c'est le groupe bêta, je crois, cette semaine. Le groupe bêta, si vous n'avez pas tellement besoin de nous, vous nous ferez juste un tout petit paragraphe de compte-rendu d'activité sur votre fiche, qui est du Dexclude. Et si, par contre, vous avez des questions à poser ou besoin de faire un point plus approfondi, on fera une permanence en visio, voilà, pour discuter un petit peu avec ceux qui en ont besoin. Donc, peut-être pas tout le monde, mais puisqu'on n'est pas, comme on aurait fait en faisant le tour de la salle ou en discutant entre 2 cours. On propose ça demain soir. Voilà. Je pense que j'oublie rien. Dites-moi sinon. Là, on a terminé l'ordre du jour, je dirais. C'est bon. Donc, je vous souhaite une bonne soirée alors. Je vais vous envoyer ça. Voilà, à demain. Au revoir.